Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Armée et Territoire enregistré ici sur le Salon des maires et des collectivités. Dans cet épisode, 3 histoires pour démontrer comment la présence ou le retour des armées peut jouer un rôle pour dynamiser ou redynamiser des territoires. Et on va faire un petit tour de France, dans le Val-de-Loire d'abord, à Tours plus précisément, puis dans les Alpes, près du lac de Serponçon à la Condamine. Et pour finir, nous irons en région Occitanie, à Castel-Sarrazin. Donc ces territoires n'ont pas grand-chose en commun, sauf peut-être un lien très fort entre les armées et les collectivités. On va voir comment ces liens peuvent avoir des externalités positives de part et d'autre. Et on commence avec la région Val-de-Loire, à Tours. Pour en parler, je reçois Thibaut Coulon, vice-président de Tours Métropole. Bonjour. Bonjour madame. Et le colonel Lagarde, commandant de la base de défense de Tours et de la base aérienne 705 de Tours et 5 Mars-la-Pile. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Et je vais commencer avec vous, Monsieur Coulon. Vous avez récemment accueilli près de 500 familles, 500 personnes issues des fonctions RH du ministère au sein de la ville de Tours. Comment ça s'est passé, cet accueil ? Il faudrait le leur demander, mais je crois que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que Tours est ce qu'on appelle une ville de garnison, c'est-à-dire une ville dans laquelle la présence militaire est très ancienne, très intégrée dans le territoire. À Tours, nous avons les 3 armées, nous avons aussi le service de santé des armées. Ça s'est bien passé parce que ça a été préparé, bien sûr, par les armées, en liaison avec les organisations locales. Et ça s'est bien passé parce qu'à Tours, nous avons plus de 4000 personnels militaires, donc avec leurs familles, vous voyez que ça représente un effectif considérable, mais dans une métropole de 300 000 habitants. Et ce qui compte pour les familles qui arrivent, on le sait, c'est d'abord le logement. D'abord le logement, et notre offre est abondante. Ensuite, les écoles, les collèges, les écoles, les lycées, l'université. Et nous avons une offre qui est assez riche. Et ensuite, la santé. La santé qui est un critère très important pour l'implantation des familles. Et nous avons un centre hospitalier régional universitaire. Donc, ils sont les bienvenus en Touraine et au sein de Tours Métropole, dans une présence importante, visible dans la ville. On croise toutes sortes de tenues et d'uniformes dans les rues de Tours et ça réjouit tout le monde. Colonel Lagarde, comment ça s'est organisé cet accueil ? Depuis combien de temps est-ce que vous le préparez ? Alors, l'accueil s'est organisé en un peu moins de 3 ans, puisque c'est un projet, en fin de compte, qui est la déclinaison ministérielle de ce que le Premier ministre, avec le chantier d'organisation centrale des ministères, avait initié en 2018. À Tours, à partir de 2021, et le départ de la plateforme, enfin la fermeture de la plateforme aéronautique et sa cession au syndicat mixte de la métropole de Tours, eh bien, il y avait de la place qui était libre. Il y avait aussi évidemment une logique fonctionnelle, puisqu'on avait déjà la présence de différentes DRH d'armée, armée de l'air, armée de terre. La DRHMD était présente, elle pouvait se renforcer, donc il y avait une véritable opportunité. Et puis, c'est ajouté avec le départ du Fort Neuf de Vincennes et l'arrivée de la DGSO Fort Neuf de Vincennes, c'est ajouté en plus le service de santé des armées. Et comment sont-ils accueillis justement ces nouveaux personnels et leurs familles ? Dans quel quartier ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors 70% des personnels militaires et leurs familles sont situés dans la métropole. La métropole de Tours, c'est 22 communes avec la ville de Tours au centre, première et une deuxième couronne. Donc il y en a quand même 30% qui sont à l'extérieur, notamment les personnels qui travaillent au centre de contrôle de Saint-Marc-la-Pile. Tous les choix sont possibles. Les choix urbains avec plutôt des petites maisons qu'on appelle particuliers en Touraine. En première, deuxième couronne, c'est plutôt des maisons individuelles que recherchent beaucoup les familles qui viennent de Paris parce qu'elles ont des enfants, elles souhaitent profiter d'une maison, d'un jardin et de toutes les commodités. Mais toutes les possibilités sont là, y compris pour les célibataires. Et les retombées pour la commune du fait d'accueillir ces 500 personnes et leurs familles ? Alors elles sont importantes parce que vous avez parlé d'externalités. La première externalité, c'est évidemment la consommation. Ça, c'est extrêmement important, mais c'est aussi pouvoir compléter les classes de nos écoles, compléter des collèges, des lycées. C'est aussi l'implication des militaires dans la vie de la cité qui est importante. On sait que les militaires sont souvent des gens qui s'engagent dans les associations sportives, dans les associations culturelles, dans les associations de parents d'élèves. Donc on voit que dans toute la vie de notre cité, les militaires s'impliquent dans le territoire et tout ça est très bien accueilli par la population. Colonel Lagarde, la métropole de Tours dispose d'une expertise assez forte au niveau RH. Est-ce que ça fait partie
des choix, des raisons du choix de cette métropole. Oui, très certainement, puisque les armées ont l'habitude de former, d'instruire, et de la même façon qu'on signe des partenariats, par exemple avec le MEDEF, on en a au niveau national, nous en avons décliné un au niveau local, de la même manière qu'on essaye de tout faire pour faciliter l'intégration sociale et économique dans le territoire avec l'emploi du conjoint. Nous-mêmes, on est en capacité d'apporter une expertise RH pour les gens que nous formons et qui reviennent ensuite à la vie civile. Et ça explique notamment le projet de Smart Base RH qui a été initié par un de mes prédécesseurs et puis qui maintenant arrive à un stade de développement beaucoup plus important puisqu'il y a une ambition régionale, voire même nationale. Et c'est lié notamment au dernier mouvement de l'été dernier avec le déplacement des dernières directions centrales. Alors, monsieur le vice-président, le projet Smart Base RH, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ? Pour nous, c'est un projet très important parce que vous avez évoqué les retombées de la présence des armées sur notre territoire. Elles sont importantes par la consommation et la présence. Mais Smart Base RH, ça va au-delà. C'est-à-dire c'est une capacité à se mettre autour d'une table, à porter un projet, une ambition, une stratégie et de le faire ensemble. Le point de départ, c'est de constater qu'on a les DRH de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et du service de santé des armées. Et qu'ils ont une expertise RH extrêmement élevée, puisqu'ils gèrent la formation, le recrutement, la carrière, l'après-carrière, les opérations extérieures, etc. Eh bien, nous avons constitué ce pôle d'excellence avec la métropole, les armées, la chambre de commerce et industrie, l'université, les grands employeurs du territoire, que sont les industries, mais aussi EDF et l'hôpital. Et le but, c'est de réfléchir ensemble avec les universitaires sur l'évolution des ressources humaines. On sait très bien qu'il y a beaucoup de nouveaux paramètres, les attentes des jeunes générations, le travail hybride, toutes ces choses-là, le lien avec la famille qui est de plus en plus important dans un équilibre vie professionnelle, vie privée, et d'en faire un lieu d'échange et de rayonnement. Nous accueillons à Tours, il y aura bientôt une prochaine, les DRH des armées de tous les pays membres de l'Union européenne. Lorsqu'ils se réunissent pour échanger, pour travailler ensemble, c'est à Tours que ça se passe, à Tours Métropole. Donc nous voulons simplement, et c'est conforme aux valeurs du territoire, c'est avec l'apport précieux du savoir-faire des DRH des armées, ambitionner d'être une capitale DRH en France. C'est-à-dire le lieu où on vient parce qu'on veut réfléchir à l'évolution des RH, l'évolution des pratiques et des méthodes de management, de formation et de reconversion. C'est une grande ambition pour notre territoire et elle est portée ensemble. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce podcast. Et on file maintenant en direction des Alpes de Haute-Provence pour parler de la réouverture de la caserne Taron, près de la Combe-d'Amine. Et je reçois pour en parler Mathieu Lacaille, délégué régional de la région PACA. Bonjour. Bonjour, et Elisabeth Jacques, maire de la Condamine-Châtelard, présidente de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon. Bonjour. Bonjour. Madame Jacques, je vais commencer avec vous. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de cette réouverture de la caserne ? C'était une bonne nouvelle ? Oui, sans faux semblant, extrêmement contente, remplie de joie. Qu'est-ce que vous en attendez de cette réouverture ? Alors, ça dépend sur quel échelon on se place. Pour la commune de la Condamine-Châtelard, pour les personnes qui écoutent ce podcast, c'est 160 habitants. Donc vous imaginez bien que nous sommes dans de la dentelle, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup à l'échelle d'une commune de 160 habitants. On est sur un projet dans la caserne qui est en train de se construire, qui va s'établir par étapes. Donc on n'est pas sur des projets avec des déplacements très importants et une présence très importante. Mais lorsqu'on est dans un pays de montagne isolé comme celle de ma commune, ça change à peu près tout. Donc on entend beaucoup parce que ça dynamise, parce qu'il y a des gens qui se déplacent, parce qu'il y a des gens qui sont présents sur le territoire. À l'échelle de l'intercommunalité, puisque j'en suis la présidente, on est encore sur le côté historique de la présence ancestrale des militaires sur la vallée de l'Ubaye. Et donc peut-être une attente qui est différente sur de la structuration de territoire, plus que de la présence humaine. Monsieur Lacaille, comment se passe le projet de réinstallation finalement il faut revoir complètement la caserne de Taron, ça demande des travaux importants. Alors pour la petite histoire, la caserne Taron au départ c'était une caserne qui était destinée à la réoxygénation des équipages de sous-marins. Donc les sous-mariniers venaient avec leurs familles, s'oxygéner en montagne, profiter du bon air pur des Alpes de Haute-Provence. Et puis malheureusement cette caserne a fermé dans les années 2009-10.
Et en fait, le contexte géopolitique récent fait que concrètement, il y a besoin de sites d'entraînement, il y a besoin de s'aguerrir. Et donc de fait, on avait cette opportunité de pouvoir réouvrir cette caserne qui est bien située, qui est bien entourée, qui est en très bon état de conservation. Donc il faut vérifier globalement que tout fonctionne, l'électricité, l'eau et le chauffage, parce qu'on est dans une zone un peu froide l'hiver. Mais voilà. L'idée étant d'aguerrir les troupes de montagne, mais pas uniquement, de pouvoir desserrer un peu les Alpes du Nord vers les Alpes du Sud pour que les unités alpines, mais aussi les autres unités de l'armée de terre puissent s'entraîner dans des conditions un peu rugueuses, notamment dans le contexte géopolitique actuel. Et donc de fait, il y a des étapes à franchir avec les équipes de l'État, donc le préfet et son environnement, mais bien sûr les collectivités territoriales, pour faciliter cette réimplantation dans des territoires qui ont été un peu désertés pendant quelques années, quoi. Et donc quand est-ce qu'ils réintégreront cette caserne ? Alors, elle a déjà été rouverte il y a peu de temps, puisqu'en fait, le 4e régiment de chasseurs, qui est un régiment de chars de la brigade d'infanterie de montagne, a récemment organisé un exercice en terrain libre. Donc concrètement, enfin Madame Jacques peut en témoigner, mais les chars ont manœuvré, il y avait des unités qui manœuvraient dans la région début octobre. C'était l'exercice terrain libre Edelweiss. Et donc ça permet, donc il y avait le poste de commandement qui était installé justement dans la caserne Taron. On a pu aussi du coup profiter de ce moment-là pour rencontrer les élus et leur expliquer notre projet. Donc il y a encore des étapes, notamment en termes d'études environnementales aux alentours, parce que les unités ne viendront pas uniquement pour, entre guillemets, crapahuter, mais aussi pour tirer, notamment en saison hivernale. Et ça a des répercussions écologiques, environnementales qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc on les prend en compte. Et après, l'idée, c'est de prendre un rythme de croisière, commencer par une période hivernale, et pourquoi pas imaginer après, dans un deuxième temps, d'aguerrir aussi d'autres unités de l'armée de terre, voire de l'étranger, pour s'entraîner aussi potentiellement en automne, au printemps et l'été, pourquoi pas. Ça représente combien de personnes Alors il y aura une petite équipe dédiée qui gérera ce poste de montagne de la vallée de l'Ubaye, et c'est cette équipe, on va dire un peu resserrée, qui accueillera les unités qui seront à hauteur de entre 80 et 100 personnes pour des périodes généralement de 15 jours, avec un système de rotation, une planification opérationnelle importante, toujours dans la perspective de se projeter éventuellement sur des théâtres d'opération, éventuellement en montagne, mais aussi dans des conditions de froid qui peuvent être à prendre en compte. Et comment, Madame Jacques, est-ce que vous accompagnez cet accueil des militaires qui vont revenir sur le territoire ? Alors, la présence militaire dans la vallée de l'Ubaye, elle date de 1875. Donc c'est une longue histoire, la présence des militaires. Alors il y a eu différentes étapes au sein de cette histoire. 1875, c'est la réalisation d'une grande partie du fort de Tournoux. Pour les personnes qui passent dans les Alpes d'Haute-Provence, je vous invite à venir le visiter. C'est un fort extrêmement majestueux. Donc en 1875, on avait déjà la présence de troupes militaires, et ensuite les événements ont conduit à des présences, puis des départs en intervention, parce que les deux guerres mondiales ont toujours donné lieu à peu près au même cycle, c'est-à-dire des préparations. Puis pendant les périodes de conflit, le départ de ces militaires en zone de conflit. Alors les lieux sont différents selon les épisodes. Et puis après, un retour sur le territoire, à nouveau avec des régiments sur le site. Donc finalement, comment on accompagne ? Il fallait tout simplement prendre en compte les enjeux d'aujourd'hui, et qu'on allait cumuler à cette histoire qu'on avait en commun avec les armées. Donc l'histoire commune, c'est-à-dire qu'on a un accueil très favorable de la population locale qui a l'habitude, parce qu'une partie de cette population qui est ancrée chez nous est d'ailleurs ou a été militaire, donc ou est enfant ou a été militaire. Bon, c'est le cas moi des membres de mon service, je pense notamment à ma chef de service RH qui est une ancienne militaire, et j'en ai beaucoup. On a des élus qui sont des anciens militaires qui ont œuvré dans la vallée de l'Ubaye. Donc ça c'est pour le socle que nous avions. Ensuite, il fallait être attentif aux enjeux d'aujourd'hui. Deux types d'enjeux. Le premier, c'est, vous savez, nous sommes dans un territoire de montagne qui aujourd'hui doit faire face à un avenir qui est moins certain que par le passé, notamment par le réchauffement climatique, la modification du climat. Alors, on est très préservé, on aura encore des stations de ski qui vont porter l'économie locale, mais il demeure que nous devons voir le territoire autrement, et donc notamment la présence
de troupes militaires. C'est une offre différente qu'il y a sur le territoire, ça dynamise. Le précédent interlocuteur sur Tours, monsieur le vice-président indiquait également que ça complète des classes, etc. Donc en fait, on fait partie d'un même tout. Donc voilà comment on doit l'accompagner pour partir de ce tout. Et on en parlait tout à l'heure. C'était également la nécessité de faire face aux enjeux du réchauffement, d'écologie aujourd'hui qui sont très prégnants dans n'importe quel projet. Donc il était important de mettre autour de la table et d'être la force de cohésion entre les zones Natura 2000, que l'armée connaît très bien pour être en zone Natura 2000 sur d'autres secteurs. On a le Mercantour, nous, qui est un enjeu aussi important dans la gestion des projets que nous menons et donc du projet de retour de ces forces armées militaires en entraînement sur notre territoire. Donc il fallait faire ce lien. Voilà. Donc notre job à nous en tant qu'élus, c'est d'être le lien entre les différentes parties prenantes d'un projet, parce qu'on a l'habitude, on a d'autres projets à fort impact environnemental que nous gérons, et donc c'était nécessaire de faire ce lien. Donc pour la population, je vais vous dire, ça n'a pas été très compliqué. Voilà, Merci on beaucoup. n'a pas eu besoin de beaucoup de travailler. Belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Merci madame. Et maintenant, direction la région Occitanie, où l'ancienne caserne Banel est en totale réhabilitation à Castelsarrasin, et ça redynamise tout un quartier. Pour en parler, je reçois monsieur Jean-Philippe Bézier, maire de Castelsarrasin. Bonjour. Bonjour. Et le colonel Jérôme Christ, commandant de la base de défense de Montauban. Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, d'abord, c'est quoi cette caserne Banel à quoi est-ce qu'elle ressemble? Où est-ce qu'elle est située finalement sur la ville? C'est l'histoire de Castelsarrasin, de l'armée à Castelsarrasin, puisqu'elle date de 1875, comme on a pu le voir sur les précédents témoignages. Donc c'est une pièce maîtresse de tout ce qu'a été l'armée, ce qu'a représenté l'armée à Castelsarrasin avant qu'elle se déplace sur d'autres sites. C'est une histoire de l'armée dans la ville que nous voulons encore écrire, que nous voulons rénover, que nous voulons faire évoluer. Mais je crois que aussi l'important, c'est la présence du 31e régiment du génie à Castelsarrasin et de tout ce qui est connexe autour, qui montre l'attachement de la ville à l'armée et aussi faire en sorte que ce régiment soit bien dans sa ville. C'est toute une histoire. Donc il y a un lien très fort entre les armées et la commune. Tout à fait, il y a un lien très fort parce que l'armée se forme dans la commune. Je rappelle que nous avons un régiment, le 31e régiment du génie, qui représente à peu près 1300-1400 personnes qui y travaillent. Nous avons aussi un centre d'éducation et de conduite qui également est là, a été réouvert il y a une dizaine d'années. Nous avons vu aussi un service opérationnel d'énergie qui va revoir le jour dans quelques années. Donc tout ceci se fait à l'aune d'un travail qui s'est fait en commun avec l'armée, avec les relations que nous avons pu nouer depuis de très nombreuses années et qui nous va si bien parce que, comme je le dis, pour une population de 15 000 habitants, les personnes qui sont en lien direct, qui travaillent directement avec l'armée, sans parler des gens aux alentours, c'est à peu près 10% de notre population. Et c'est un impact économique, j'imagine. C'est un impact économique non négligeable que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme, puisque nos amis de l'armée sont déployés un petit peu dans toutes les associations. Ce sont des gens qui, une fois la vie militaire passée, s'insèrent aussi dans la vie économique, ont une expertise, ont des métiers. Et c'est aussi ce qui fait cette richesse, la présence militaire à Castelsarrasin. Alors, colonel, je me tourne vers vous. Cette caserne, donc historique, on l'a dit, qu'est-ce qu'elle va devenir? Quel est le projet? Ça, c'est une caserne qui va être complètement restructurée. Donc ça faisait déjà quelques années qu'elle n'était plus occupée par les armées. On avait juste en charge le gardiennage. Il y a plusieurs projets dedans. Des projets de réhabilitation des bâtiments historiques, puisqu'on est sur de l'architecture du 19e siècle. Et donc des logements principalement, alors des logements de tout type. Et aussi, je crois, une maison qui permettra d'accueillir des retraités, une maison intergénérationnelle. Voilà, donc ça fait plusieurs dizaines de logements. Et d'ailleurs, les armées conventionneront certains des logements pour permettre d'accueillir des familles du régiment ou des unités qui sont stationnées à Castelsarrasin. Et donc, comment se passe la collaboration entre la collectivité et l'armée? La collaboration est très bonne. Moi, je rencontre M. Bézier régulièrement au titre de mes fonctions, même si je suis montalbanais.
Mais il ne m'en voudra pas pour ça. Donc au titre de notre collaboration, je le rencontre régulièrement. On a des sujets d'ailleurs, notamment sur l'avenir du 31e régiment du génie, pour lequel, dans le cadre de la transformation de l'armée de terre, ce régiment va se développer, ses capacités vont être augmentées, ses effectifs vont augmenter. Donc c'est vraiment dans un dialogue, je dirais, gagnant-gagnant, qu'on entretient des relations avec la mairie de Castelsarrasin et avec la communauté de communes des terres de confluence. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous.